Bon après-midi à tous et à toutes. Nous allons reprendre nos travaux. Je vous rappelle que la commission est réunie afin de poursuivre l'étude du volet environnement et lutte contre les changements climatiques des crédits budgétaires du portefeuille environnement, lutte contre les changements climatiques, faune et parcs pour l'exercice financier 2025-2026. Avant de débuter les échanges, je dépose le document « Quantité de matières dangereuses importées au Québec » transmis par le ministre en réponse à la question posée ce matin par le député de Hochelaga-Maisonneuve. Le document est maintenant disponible sur le greffier. Et nous sommes maintenant à un bloc d'intervention de l'opposition officielle. Alors, je vous cède la parole, Madame la députée de Mille-Îles. Merci, Madame la Présidente. Alors, en décembre 2024, on pouvait lire que ce serait difficile de trouver de l'essence éventuellement parce que le ministre avait bien l'intention de maintenir son échéancier. En janvier, on pouvait lire que le ministre envisageait de repousser l'échéance de fin de la vente des voitures à essence. Alors, ma question est simple. Aujourd'hui, c'est laquelle version des ministres de l'Environnement qu'on a? Je vous avoue avoir aussi sursauté en lisant le titre à l'époque. Il fallait lire la déclaration en entier, la difficulté, pas de blessés, non, tout est sous contrôle, c'est le principal. Ce que je disais, il faut voir la déclaration dans son entièreté, c'est à partir du moment où il n'y a plus de véhicules électriques, thermiques plutôt, qui se vendent en 2035, dans les années qui allaient suivre, donc 2040-2045, ce sera effectivement un défi de se trouver des stations-service, une simple question d'offre et de demande. Naturellement, c'était dans une perspective et avec la réalité là, qui s'appliquait à l'automne dernier. On a pu, à travers le projet de loi 81, mentionner que la conjoncture, elle est changeante, que le gouvernement du Québec va naturellement s'ajuster à cette nouvelle conjoncture-là. Ça peut prendre différentes formes à terme et il n'est pas dit que ce sera le cas. Mais on a pris l'engagement d'évaluer les impacts des nouvelles pressions qui se font à partir du marché américain, sinon des décisions qui pourraient être prises au niveau du gouvernement canadien. Donc, présentement, on garde l'échéancier 2035. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Madame la députée, la parole est à vous. Donc, on pourrait avoir reporter l'échéance de 2035 pour s'adapter au marché. Oui ou non? C'est-à-dire, ce que l'on a mentionné, c'est qu'il allait avoir une évaluation de fait pour, au plus tard, le début de l'année 2026, qu'à ce moment-là, une décision allait être prise. C'est des débats qu'on a eus largement à travers l'étude du projet de loi 81, notamment. Donc, rien de nouveau. Et surtout une approche là, qui est très pragmatique et non pas dogmatique là, sur cette question-là. Oui. On a commencé à voir les impacts des tarifs. Tesla a sorti les nouveaux prix qu'il y aurait une fois les tarifs, en fait, les voitures qui vont rentrer prochainement. On parle de 15 000 de plus pour une Y, 11 000 pour un modèle 3. D'autres véhicules électriques pourraient aussi voir des majorations importantes. Est-ce qu'on est vraiment confiant qu'on va pouvoir continuer à voir ces véhicules-là se vendre? Puis est-ce qu'on va assouplir, particulièrement pour les compagnies qui vendent de l'électrique et du thermique, assouplir les critères là, pour cette année? Le cas de Tesla est particulier. D'ailleurs, je peux confirmer certains chiffres intéressants. L'année dernière, Tesla était le premier vendeur de véhicules électriques au Québec. Avec la conjoncture nouvelle, et ça, ce sont des données qui sont toutes fraîches, ils sont passés du 1er au 12e rang au Québec au niveau de la vente des véhicules électriques. Ma question, c'est est-ce qu'on va assouplir les critères? Oui, si la collègue me laisse répondre, je vais y arriver. Donc, il y a d'autres compagnies. Ce qui est intéressant de voir dans cette nouvelle donne-là, c'est qu'il y a d'autres compagnies qui arrivent maintenant à se positionner de façon très avantageuse et la hausse de prix n'est pas observée chez tous les constructeurs, mais chez certains constructeurs. Pour ce qui est d'une évaluation, je l'ai mentionné à la réponse précédente, au plus tard, début 2026, on sera en mesure de confirmer si l'échéancier de 2035 tient toujours, si la courbe d'adoption est maintenue, si les contraintes qui sont imposées aux constructeurs sont maintenues. Donc, c'est une évaluation d'un marché qui est en évolution actuellement.
Un des éléments qui permet de soutenir l'électrification des transports, c'est évidemment la recharge. On a vu des annonces de bornes qui seraient déployées. Aujourd'hui, il manque quand même substantiellement de bornes pour atteindre l'objectif de 2030 qu'on s'était donné, qui était, et là je parle des bornes de recharge rapide, on s'était donné un objectif de 6 700 bornes d'ici 5 ans, donc 2030. Il en manque au moins 4 500 sur ce nombre. Il y a eu un appel d'offres récent de 394 bornes. Le coût de la borne, on est à entre 127 et 160 000 la borne. Quand on multiplie par le nombre de bornes restantes, on est dans des montants assez faramineux, au-dessus de 600 millions pour les bornes de recharge rapide. Et si on fait le même calcul pour les bornes publiques, on est à 1,5 milliard de plus. Donc, plus de 2 milliards de dollars pour des bornes d'ici 5 ans. Avec le budget actuel du gouvernement, est-ce que c'est réaliste? On ne peut pas y aller d'une simple règle de 3 à ce niveau-là. Ce qu'il faut réitérer, c'est que le Québec a de loin le réseau de bornes de recharge le plus développé au Canada et sans doute un des plus développés en Amérique du Nord. On a annoncé d'ailleurs, si je me souviens bien, au début de l'automne 2023, une stratégie de recharge qui est très bien financée de plusieurs centaines de millions de dollars là, pour justement accroître cette position de leadership-là. Quelques données qui peuvent être intéressantes à partager. Actuellement, on a, et c'était en fait au 31 décembre 2024, plus de 2000 bornes de recharge rapide publiques, donc 2000, et plus de 10 500 bornes de recharge publiques de niveau 2. Et ça, c'est sans compter que la recharge au Québec se fait essentiellement au niveau résidentiel et les propriétaires de véhicules électriques ont pour la plupart la capacité justement de se recharger à la maison. Et avec le kilométrage qui est fait par ces automobilistes-là, la plupart ont des besoins qui sont 100% couverts par leur recharge à domicile. Donc, un réseau qui fait l'envie des autres juridictions et qui continue là, de se développer à vitesse grand V là, pour ne pas retenir... Je vais reposer ma question et les chiffres ils viennent de la stratégie québécoise sur la recherche de véhicules électriques du gouvernement du Québec. Avec ces chiffres-là, a-t-on les moyens de dépenser 2 milliards de dollars minimum d'ici 5 ans en bornes de recharge pour atteindre les objectifs qu'on s'est donnés? En fait, et j'y ai répondu à la question. Actuellement, le budget qui est prévu est de plus de 500 millions de dollars avec les résultats qui sont annoncés. Le ratio, la règle de 3 là, retenue par la collègue est difficilement applicable. Et avec ces sommes-là, on arrive aux résultats que je présentais. Donc, on a un réseau qui est bien développé, qui est bien pourvu, et un financement là, qui accompagne le développement de ce réseau-là. OK. Donc, pour bien comprendre, avec 500 millions, le gouvernement pense qu'il peut acquérir 100 000 bornes publiques et 4 500 bornes de recharge publique à 160 000 chacune. Ce que je mentionnais, c'est qu'on est déjà à 2000 bornes rapides et à plus de 10 000 au niveau du niveau 2. Oui. Et ce que je mentionnais aussi, c'est que la plupart des besoins de recharge sont comblés à domicile pour les propriétaires de véhicules électriques. Je comprends un repositionnement du Parti libéral au niveau de l'électrification des voitures passagers. On l'a vu à travers l'étude du projet de loi 81, mais ne boudons pas notre plaisir. Ça va bien, mais en même temps, ce que j'ai eu l'occasion de mentionner, de réitérer, il n'y a pas d'approche dogmatique. Si éventuellement la conjoncture ou le marché devait changer à ce point où les cibles que l'on s'est données deviennent irréalistes, on va naturellement s'adapter. Pour soutenir 2 millions de véhicules en 2030, les objectifs du gouvernement, le gouvernement a estimé qu'il avait au moins besoin de 110 000 bornes. Donc, ce n'est pas des chiffres que j'invente, c'est dans la stratégie québécoise sur la recharge de véhicules électriques. Et il y a des coûts à mettre en place ces bornes-là. Et là, je ne parle pas des bornes privées, je ne parle pas des bornes des citoyens, on parle juste des bornes publiques ici. Et c'est au minimum 2 milliards qui devraient être dépensés pour atteindre ces cibles-là. Je comprends qu'on a provisionné 500 millions. Comment on va combler la différence?
Et la collègue connaît très bien la façon de faire du gouvernement. À chaque année, il y a une mise à jour du plan de mise en œuvre. Donc, à l'automne 2023, on a annoncé une première enveloppe qui correspondait à des investissements historiques en la matière. Si des ajustements doivent se faire au cours des prochaines années, ça se fait au niveau des PMO. Et d'ailleurs, au cours des prochaines semaines, on présentera la 5e version du plan de mise en œuvre et les subséquentes pourront, au besoin, ajouter des budgets si nécessaire. Mais actuellement, c'est ce qu'il faut retenir, on a le réseau de bornes de recharge le plus développé au pays, avec une croissance qui est plus soutenue que partout ailleurs au pays, mais qui est certainement enviable aussi par rapport à d'autres États qui exercent un certain leadership aux États-Unis. Bref, on est sur la bonne voie sur ces questions. Donc, on pourrait voir des sommes substantielles s'ajouter. Est-ce qu'elles viendraient du Fonds d'électrification des changements climatiques? Et là aussi, la collègue connaît la réponse. Les PMO sont financés à travers essentiellement le FEC, le Fonds d'électrification des changements climatiques, fonds qui n'a cessé de croître au fil des ans. La dernière confirmation a été faite lors du dernier budget. Et le détail, lui, sera présenté lors du PMO 5. On parle de 10,2 milliards de dollars, donc des sommes aussi historiques. Donc, jamais autant d'argent n'aura été investi là, au niveau de la lutte au changement climatique. Les objectifs qu'on s'est établis et la façon qu'on mesure les GES, ça a été soulevé qu'on utilisait finalement c'est dans un article du Devoir de janvier, que le gouvernement, quand il mesure le chemin parcouru, il considère aussi les échanges sur le marché du carbone. Et donc, en fait, on utilise les réductions faites en Californie pour calculer le bilan du Québec. Mais le bilan réel du Québec, finalement, est moins reluisant que ce qu'on transmet. On a moins réduit nos GES que ce qu'on dit qu'on a fait. La question me surprend spécialement du Parti libéral qui a mis en place ce système-là. Dès le départ, c'est une reconnaissance des réductions à travers le marché du carbone. Et d'ailleurs, ce qui est amusant de constater au niveau du Parti libéral, lorsqu'il a mis en place ce système-là, il estimait un pourcentage X de réduction au niveau californien. Et nous, avec l'expérience des dernières années, avec les mesures qu'on a mises en place, on produit davantage de réductions en sol québécois que le Parti libéral anticipait à l'époque. Donc, ce n'est pas nous qui avons inventé cette possibilité d'échange. C'est un marché commun d'émissions de gaz à effet de serre avec des réductions qui sont comptabilisées de part et d'autre sans qu'il y ait double comptabilité. Mais reste qu'il y a un risque actuellement que toute cette bourse-là du carbone tombe. Et si c'était le cas, nos réductions réelles, on ne pourrait plus les comptabiliser avec les crédits en Californie. Et donc, il faudrait rendre des comptes sur nos propres réductions et elles sont moindres que ce qu'on communique actuellement. Les réductions qui ont été comptabilisées, ce sont des réductions qui ont été réalisées. Donc, on ne reculerait pas sur les avancées faites. Cependant, la collègue touche un bon point. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas d'approche dogmatique et on doit s'ajuster à la nouvelle conjoncture, c'est le cas pour les voitures électriques, c'est aussi le cas pour le marché du carbone. On défend ce marché du carbone. On est convaincu que c'est un outil très efficace pour non seulement réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais également financer nos mesures de lutte au changement climatique et d'adaptation au changement climatique. Mais si, ultimement, il y a une tentative actuellement qui court de la part du président américain d'invalider la contribution californienne, on évaluera Merci, Monsieur le ministre. Principe de proportionnalité, je passe la parole à la députée. Merci. Quand on regarde l'objectif, on a identifié environ 67 des cibles pour 2030, mais là-dessus, il y en a 53 qui vient des transports. Et dans cette portion-là des transports, bien, c'est basé principalement sur les 2 millions de véhicules qu'on vise, qu'on sait pertinemment aujourd'hui que c'est
C'est pas fait du tout. On vise aussi sur des programmes éco-camionnage qui ont été abolis. On vise aussi sur l'électrification des autobus électriques. Les compagnies de transport nous ont clairement dit que ça ne fonctionne plus actuellement. Et on vise aussi sur l'électrification des autobus scolaires. Tous un autre programme qui actuellement vacille, particulièrement avec la faillite de Lion Électrique. Alors, est-ce que vraiment on va pouvoir atteindre nos objectifs, considérant qu'on met beaucoup de nos œufs dans le transport et le transport actuellement électrique, il ne va pas bien? C'est normal que l'on investisse autant d'efforts au niveau des transports, compte tenu que c'est notre principale source d'émissions de gaz à effet de serre à hauteur de plus ou moins 43 %. Donc, c'est normal et justifié. Cependant, au niveau des cibles et des résultats, je rappellerai à la collègue, en mai-juin, c'est la mise à jour du plan de mise en œuvre, mais en décembre, à chaque année, on le fait en décembre dernier et on le fera en décembre prochain, c'est aussi le bilan de l'action climatique qui est rendu public. Donc, il y a un effort de transparence comme ça ne s'est jamais fait par le passé. Donc, on vient confirmer le résultat de chaque mesure avec des mesures qui, dans certains cas, performent mieux qu'anticipé et dans d'autres cas qui performent moins bien qu'anticipé. Et de façon très transparente, on met cette information à la disposition du public et on ajuste l'état d'avancée de notre quête vers l'atteinte de nos objectifs. Donc, dans certains cas, ça va moins bien, on s'ajuste et on le dit. Et dans d'autres cas, ça performe mieux, mais c'est un exercice qui est de la plus haute transparence à travers un tableau de bord, notamment, qui est rendu public là, et facilement accessible à travers le site Internet là, du ministère. Merci. Votre ministère a mis des objectifs. Il vise l'électrification des transports, on l'a vu. La ministre du Transport a mis aussi des règles comme quoi, dorénavant, les autobus électriques urbains doivent seulement... les subventions sont seulement pour des autobus électriques. Mais d'un autre côté, le ministre de l'Infrastructure, lui, a annulé un garage Newton qui aurait permis à la RTC à Québec de pouvoir avoir des autobus électriques. Et donc là, actuellement, c'est un contrat de 113 autobus électriques urbains qui est à risque. Donc, est-ce que les ministres se parlent? Parce qu'il semble manquer de cohérence là, dans les orientations gouvernementales. Non seulement on se parle, mais on est aussi soucieux de bien utiliser les fonds publics. Je veux dire comme ça, sans méchanceté, encore une fois, il y a certaines sociétés de transport qui ont eu des idées de grandeur phénoménales. Un garage à plusieurs centaines de millions de dollars, c'est sans doute injustifié pour obtenir les mêmes résultats. Désolée de vous couper, Monsieur le ministre. Ceci met fin au premier bloc. Alors, nous allons poursuivre avec la deuxième opposition. Monsieur le député de Hochelaga-Maisonneuve, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si c'est les mêmes équipes que ce matin ou ça bougeait un peu. Grosso modo, vous êtes tous salués. Dernier budget, pas de bonification pour le ministère de l'Environnement. 0 %. Avez-vous été déçus? En fait, je ne suis pas d'accord avec l'affirmation du collègue. Une bonification au niveau du futur PMO là, qui sera présenté. On passe de 10 milliards à 10,2 milliards. On parle donc de 200 millions de dollars supplémentaires. Et au niveau des budgets globaux du ministère, des budgets de programme notamment, on est à une augmentation là, de plus ou moins 2 %. C'est en deçà des coûts de service. Oui, donc en même temps, il faut voir la croissance au cours des dernières années. C'est un ministère qui a vu ses budgets augmenter là, de façon considérable. Il y a peu de ministères, bien honnêtement, là, qui ont eu l'augmentation, les augmentations auxquelles le ministère de l'Environnement a pu compter au cours des dernières années. Mais là, on suit une courbe et surtout des efforts, et c'est pleinement assumé de la part du gouvernement, d'efforts budgétaires pour s'assurer de reprendre le contrôle là, sur les dépenses gouvernementales. Mais l'an dernier... on est à 2 % d'augmentation. Oui, c'est largement insuffisant. L'an dernier, ma collègue de Verdun vous avait demandé de chiffrer les coûts de l'adaptation au changement climatique. Vous étiez engagé à le faire. À ma connaissance, je n'ai pas vu la couleur de cette étude-là. Est-ce que ça approche la conclusion?
Pour l'adaptation, ce que l'on a fait lors du dernier PMO, c'était d'augmenter significativement les budgets en matière d'adaptation. Je ne peux pas vous révéler quels seront les tenants et aboutissants du prochain plan de mise en œuvre, mais l'adaptation est encore mieux financée que n'importe quel autre gouvernement par le passé a pu le faire. Mais ce que je me suis promis de dire et de répéter à la collègue de Verdun l'année dernière, et je le fais avec le collègue cette année, c'est qu'il y a des impacts des changements climatiques qui ne sont pas budgétés parce qu'imprévisibles, mais le gouvernement est toujours au rendez-vous pour répondre à ces urgences-là. Au niveau donc, il n'y aura pas de coût d'études sur le coût de l'adaptation au changement climatique? On continue ces évaluations-là. On travaille notamment avec le comité consultatif qui a son propre volet au niveau de l'adaptation. Donc, on travaille... Est-ce que je vais vous poser la même question l'année prochaine? C'est-à-dire, On a la question après. c'est des évaluations qui se poursuivent, mais c'est sans doute impossible de dire de façon précise, en 25-26, par exemple, quels seront les coûts de l'adaptation au changement climatique. Donc, on a des programmes qui sont normés, qui sont prévus notamment au plan de mise en œuvre. Et lorsqu'une catastrophe survient, malheureusement, le gouvernement demeure présent pour répondre aux impératifs, notamment appuyer les citoyens et citoyennes qui sont touchés par ces événements. Les municipalités ont fait une partie du travail, puis, sauf erreur de ma part, ils ont calculé que ça coûtait à l'entour de 2 milliards. L'adaptation. Ce qui est faux, c'est-à-dire... Mais vous, c'est quoi votre chiffre alors? C'est-à-dire, les municipalités, on a eu l'occasion, à de nombreuses occasions et sur différentes tribunes, de contredire, en fait, cette affirmation-là. C'est que dans le chiffre de 2 milliards, on inclut également les travaux qui devaient de toutes les façons se faire. Donc, c'est faux de dire que ce sont 2 milliards de dollars de plus à chaque année. Donc, dans les infrastructures municipales, notamment, il y a des travaux qui doivent se faire de toutes les façons, qui est adaptation ou impact au niveau des changements climatiques ou pas. Et le 2 milliards reprend les coûts d'entretien courant. Donc, c'est une information qui, je vais la qualifier là, faut lire entre les lignes pour comprendre que ce ne sont pas 2 milliards de dollars supplémentaires par année qui sont nécessaires, mais le milieu municipal est très bien appuyé au niveau de l'adaptation. On a eu le programme Oasis qui a été dévoilé. L'année dernière, on a aussi dévoilé la TCL à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars qui aide le milieu municipal à préparer. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Tantôt, on a compris que la VG, elle n'avait pas des bons chiffres. Là, on comprend que les villes n'ont pas les bons chiffres, mais vous ne fournissez pas, vous, votre chiffre. Ça coûte combien l'adaptation au changement climatique? C'est 2 milliards, c'est trop? C'est combien le chiffre du ministère? Pour ce qui est du 2 milliards, j'invite le collègue, ce n'est pas déjà fait, à lire l'étude d'Ouranos qui précise justement la nuance à ce niveau-là. Et c'est bien correct. Les villes ont voulu faire marquer un petit peu l'opinion publique en réitérant ce chiffre-là. Mais il faut lire l'étude dans son entier pour ne pas l'interpréter de façon erronée. Ce que nous, on mentionne, le PMO finance très bien l'adaptation au changement climatique. Et lorsqu'il y a des situations imprévues, que ce soit inondations, que ce soit feux de forêt, des sommes qui sont souvent difficiles à prévoir ou à anticiper au niveau des événements, le gouvernement est au rendez-vous. Je peux dire, la question est semblable. Donc, la réponse vous dites que le chiffre évolue, mais au moment où je vous parle aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire un chiffre. C'est impossible de dire 2025-2026, ce sera tant. Et si jamais les mesures en place ne sont pas suffisantes, c'est là où je dis et que je répète que le gouvernement a toujours été au rendez-vous et qu'il sera au rendez-vous pour aider justement que ce soit les municipalités, que ce soit les citoyens, citoyennes. Parlons d'un autre sujet, Monsieur le ministre, le système de SPED. Vous avez fait un avis de marché l'an dernier pour combler l'écart de 17,5 millions de droits d'émission. Si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a plus d'émissions qui ont été achetées et émises, donc, que ce qui était prévu. C'est-à-dire, c'est un marché du carbone. Donc, les entreprises ont des obligations à rencontrer et selon leurs obligations, elles achètent ou pas des crédits au moment où la vente se produit. Ce que l'on s'est engagé à faire, c'est de revoir tout le système, par exemple, des allocations gratuites qui pouvaient poser problème à une certaine époque. Il y a d'ailleurs
une évaluation qui se fait conjointement du côté californien et du côté québécois. On devait mettre en place vraisemblablement de nouvelles modalités à ce niveau-là. Et là, on est un petit peu, on est un petit peu dans l'expectative, je veux dire comme ça. On attend de voir comment ce marché peut continuer à évoluer avec les contraintes qui sont imposées, je veux dire comme ça, par l'administration américaine. Et par la suite, on va s'adapter. Mais c'est un marché qui a subi certaines transformations déjà au niveau de la réglementation. On a abordé la question des allocations gratuites aussi. Mais concrètement, là, quand vous dites combler un écart de 17,5 millions, c'est que vous allez mettre sur le marché, vous allez donner 17,5 millions plus de permis de polluer. Combler l'écart, c'est ça que ça veut dire. Il y aura plus de permis de polluer dans les faits. Il ne faut pas le voir comme étant des permis de polluer. Je vais juste regarder ici. En fait, dans certains cas, c'est que les entreprises ont tout simplement réduit leurs émissions davantage que la trajectoire qui était prévue, ce qui vient affecter justement les crédits disponibles. Mais ça, c'est des correctifs qui sont normaux. Et ce qu'on prévoit faire, c'est publier un projet de règlement prochainement. C'est le souhait pour justement continuer de bonifier cette façon de faire qui fonctionne. On a eu un problème avec trop d'allocations gratuites disponibles. C'est corrigé. Le marché lui-même apporte aussi des correctifs compte tenu des obligations qui sont faites aux entreprises qui ont des obligations à rencontrer. Mais au final, c'est un système là, qui a démontré son efficacité. C'est la raison là, pour laquelle on continue à le soutenir. Et la question des allocations gratuites, c'était beaucoup, et ça demeure une problématique du passé, et non pas une problématique là, qui est susceptible là, de perdurer dans le temps. Votre vision, là, M. le ministre, est-ce qu'on s'en va plus vers une baisse du prix du carbone ou plus comme une augmentation, dans le fond, du plafond d'émission? Et ça, c'est formidable, la différence entre la taxe qui prévalait au niveau fédéral versus le marché du carbone. Le prix du carbone au Québec, il n'est pas déterminé par la Californie ou n'est pas déterminé par le gouvernement du Québec, il est déterminé par le marché. Donc, plus les besoins d'achat sont grands, on peut deviner, plus les prix vont augmenter, mais à l'inverse, ça nous aide à maintenir un prix carbone qui est beaucoup plus bas. On a lu différents articles qui laissent entendre que le prix carbone au Québec est trop bas. Il ne faut pas s'arrêter au prix carbone au Québec versus celui qui était imposé par la taxe fédérale. Ce sont deux systèmes complètement différents. Donc, avec un prix beaucoup plus bas au Québec, on arrivait à de meilleurs résultats. Tout simplement parce que c'est pas seulement fixer un prix, c'est aussi mettre un plafond sur les émissions. Donc, une obligation de plafonnement des émissions, plafond qui diminue avec les années, et ça a une incidence sur les prix au marché là, selon les ventes qui se déroulent là, périodiquement à chaque année. Donc, un prix carbone plus bas ne veut pas dire de moins bons résultats. Au contraire, ça peut être de meilleurs résultats, étant donné que le prix est accompagné d'un plafonnement des émissions également. Donc, on ne peut pas comparer le prix qui prévalait au fédéral versus celui qui prévaut. Vous parlez d'un règlement à déposer et adopter bientôt. On peut attendre quelque chose avant la fin de la session? C'est prévu pour la fin de l'année, c'est-à-dire la présentation possible du règlement avant la fin de la session, une édiction éventuellement avant la fin de l'année, mais ça, je ne nie pas qu'on est encore un petit peu dans l'expectative. Il y a des contraintes qu'on voulait ajouter au secteur industriel suite à cette transformation qui est en cours avec notre partenaire californien. Mais si on devait viser des industries qui sont déjà largement touchées par l'imprévisibilité des décisions américaines avec des tarifs américains,
il se pourrait qu'on revoie nos ambitions à ce niveau-là pour ne pas pénaliser ou pour ne pas demander encore davantage à ces industries qui peinent à composer avec un marché qui est très instable. Donc, il y a des évaluations qui se poursuivent. En quelques mots, qu'est-ce que l'élection canadienne d'hier change ou change pas sur ce plan-là? On va le voir au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Il y a un gouvernement qui sera formé, de nouveaux ministres qui seront nommés. Je vais vouloir collaborer en toute bonne foi et de façon constructive avec le ou la futur ministre de l'Environnement au niveau canadien. Et on va espérer trouver le plus d'espace d'entente possible, mais je ne peux pas présumer à ce moment-ci, sinon que l'intention de collaborer est présente. Merci. On suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Passons sur le dossier un peu du transport collectif. Vous le savez bien, M. le ministre, que c'est un des gros morceaux des GES au Québec, le transport. Et évidemment, la solution, on n'a pas 150, c'est de favoriser le plus possible le transport collectif. On a eu beaucoup d'échanges dans les derniers mois sur les surplus du Fonds d'électrification et des changements climatiques, le FECC, qui, selon plusieurs, est géré un peu comme un CELI. Là. On laisse l'argent s'accumuler. Pourquoi on ne met pas plus de cet argent-là dans les transports collectifs, notamment auprès des municipalités qui, comme vous le dites, à travers toutes sortes de rapports, vous n'êtes pas d'accord avec les conclusions, mais qui demandent de l'aide supplémentaire? La question se pose, elle a été posée, plusieurs réponses ont été données. On parle d'un petit peu moins de 2 milliards là, de surplus accumulé. Il faut savoir que c'est un surplus accumulé il y a un certain nombre d'années, parce que depuis qu'on a mis en place les plans de mise en œuvre, depuis qu'on a mis en place la reddition en fin d'année, on arrive à équilibrer nos budgets, ce qui n'était pas le cas il y a un certain nombre d'années. Cependant, d'un point de vue strictement budgétaire, si on devait sortir cette somme-là, elle viendrait creuser le déficit parce que ça devient une dépense supplémentaire et ce sont des règles comptables au gouvernement. Donc, si on devait décaisser cette somme-là, le déficit serait d'autant plus grand. En même temps, si on parle de transport collectif, ce sont des projets qui sont extrêmement dispendieux. On le voit avec la ligne bleue, on le voit avec le tramway. Ce sont des investissements qui se font, comme jamais ils n'ont été faits par le passé. Mais avec cette somme-là, bien honnêtement, on n'arriverait même pas à compléter un projet de ligne bleue ou un projet de tramway. Et de manière générale, des sommes qui sont récurrentes par la suite. Oui, donc, dès qu'elles sont dépensées, elles ne sont plus. Merci, Monsieur le ministre, Monsieur le député. De manière générale, les municipalités et les sociétés de transport municipales sont efficaces, demandent à être encore plus efficaces. Il y a de l'argent qui dort là, comme un CELI là, dans le fond, dans le FECC, puis il ne se passe rien avec ça. Nous, on vous dit, mettez-en un peu, ne serait-ce qu'un peu. Même si vous dites des règles comptables, décaissement, des surplus, des déficits pour des bonnes raisons. Aujourd'hui même, au Salon Rouge, votre collègue, le leader, disait que c'était une bonne raison de faire des déficits pour pouvoir embaucher des préposés bénéficiaires. Bien, c'est peut-être une bonne raison de faire artificiellement un déficit en décaissant de l'argent du FECC vers le transport collectif d'une municipalité. Ce n'est pas artificiel du tout. Toute somme qui serait dépensée viendrait creuser le déficit. Je respecte la position de chaque formation politique. Pour la vôtre, la notion de déficit est peut-être moins importante, et ce n'est pas un jugement, mais pour nous, c'est un souci constant, notamment d'équilibrer un budget. Et pour arriver à équilibrer le budget, il ne faut pas creuser davantage le déficit. Mais si on regarde le FEC lui-même, a déjà investi 1,5 milliard au niveau des transports collectifs. Ça, c'est sans compter les sommes que met naturellement le ministère des Transports dans le financement du transport collectif. Donc, il est bien financé, le transport collectif. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Un dossier qui nous anime, vous et moi, Monsieur le ministre, bien avant que je devienne responsable du dossier de l'environnement, c'est Raymond Logistique, l'Assomption Sud, dans ma circonscription. On le sait que vous êtes depuis des semaines, des mois maintenant, en train de réviser, soi-disant, une demande des heures d'opération de Raymond Logistique qui était limitée, qui était un des rares gains qu'on avait obtenus la dernière fois. Quand est-ce qu'on attend cette décision-là des heures d'opération de la part du ministère? C'est une évaluation qui se poursuit. Je suis convaincu que le collègue est heureux que le ministère prenne tout le temps nécessaire là, avant de trancher. Ce qu'on a eu l'occasion de discuter ensemble à quelques reprises, faut justifier une décision. Lorsque vient le temps d'autoriser ou de refuser une demande d'autorisation, on l'a vu spécialement dans ce cas-là, il y a quelques poursuites judiciaires là, qui ont été, dans certains cas, réglées hors cours.
Mais il faut pouvoir, et peu importe le dossier, que ce soit Raymond Logistique ou un autre, il faut pouvoir justifier une décision, qu'elle soit favorable ou défavorable, sans quoi on s'expose à une poursuite. Donc, une évaluation qui est faite, une évaluation qui est rigoureuse. Combien de temps avec encore des on va échanges attendre, avec M. le le ministre? promoteur. Pardon? Combien de temps on va attendre encore? Ah, ben ça, je ne serais pas en mesure de dire est-ce que c'est demain, dans quelques jours, dans quelques semaines. C'est un dossier qui chemine et pour lequel le ministère accorde toute l'importance. Tantôt, vous avez nécessaire. été ouvert à un BAP générique sur les déchets dangereux, à la grande surprise. Ça s'est même ramassé dans les journaux. Seriez-vous ouvert à un BAP sur Assomption Sud? Vous aviez fermé la porte auparavant. Peut-être qu'aujourd'hui serait une bonne journée pour réouvrir cette porte-là aussi? Et ça, ma réponse est la même depuis le début. On ne déclenche pas un BAP sur un projet spécifique sans que les déclencheurs ne soient pas rencontrés. C'est à la base du système d'évaluation environnementale au Québec. Si on devait de façon aléatoire dire « Ah, bien, ce projet-là, même s'il n'y a pas de déclencheur, Merci. on y va Merci, avec Monsieur le ministre. Ceci met fin au deuxième bloc. Alors, nous poursuivons les échanges, encore une fois, avec la position officielle. Madame la députée de Mille-Îles. Merci, Madame la Présidente. Je vais revenir sur les cartographies de zones inondables suite à les échanges que vous avez eus avec la députée de Vaudreuil. Il y a quelques mois, je vous avais fait, en fait, en novembre, j'avais déposé une pétition et en réponse à cette pétition, où on demandait en fait qu'un mécanisme de contestation des cartographies soit mis en place, vous me répondiez que ce serait vu éventuellement, mais qu'il était d'ores et déjà certain que nous resterons à l'écoute des municipalités. Mais la question, c'était pas les municipalités, mais bien les citoyens, parce que ce n'est pas toujours facile et ce ne sont pas toutes les municipalités qui sont en mesure de mettre en place un mécanisme de communication de l'information aux citoyens. Dans le passé, ça existait, un processus pour que les citoyens puissent faire part d'aberrations dans les cartes. Il y a eu une simulation là, de la CMM. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans ces zones, des zones très à risque, qui n'ont jamais été inondées. Alors, est-ce qu'on va mettre en place, et c'était d'ailleurs, je rappelle, une recommandation du protecteur du citoyen, mettre en place un processus de contestation pour les citoyens? Vous allez me permettre là, de parler davantage du dossier là, dans son ensemble. Je le mentionnais tout à l'heure, on n'invente pas ou on ne crée pas de zones inondables. On vient les identifier. La CMM a, à mon sens, ça a été dit à plusieurs reprises, commis une erreur en publiant des cartes avant même que la réglementation soit adoptée. C'est venu inquiéter inutilement des citoyens. Maintenant, on est à quelques semaines de présenter un nouveau cadre réglementaire qui a été développé largement avec le milieu municipal et les villes doivent adopter leurs cartes et c'est le gouvernement par la suite qui les sanctionne. Donc, les villes ont cet espace de dialogue avec le gouvernement et les citoyens peuvent questionner leur municipalité par rapport aux cartes qui seront publiées. Donc, ce n'est pas un mécanisme formel de contestation, mais il y a cet espace-là entre le citoyen et sa municipalité et entre la municipalité et le gouvernement du Québec pour s'assurer que la carte qui est sur le point d'être adoptée soit conforme à la réalité. Oui, la CMM a très bien fait de publier. C'était la seule façon que les citoyens pouvaient commenter les règlements, c'était de pouvoir voir l'impact que ces règlements-là pourraient avoir. Et ça s'est fait comme ça dans le passé aussi. Mais ce que je comprends, puis corrigez-moi si je me trompe, là, mais à ce moment-là, il y aura un délai entre le moment que les cartes seront produites et le moment qu'elles seront soumises au ministère et donc que les municipalités vont les soumettre à l'approbation de leurs citoyens? La collègue dit « la CMM a très bien fait ». C'est une opinion qui est la sienne, que je ne partage pas. Et la preuve est, la communauté métropolitaine de Québec n'a pas publié de carte. La communauté métropolitaine du côté de l'Outaouais n'en a pas publié non plus parce que la réglementation n'est pas encore adoptée. Donc oui, c'est venu inquiéter indûment des citoyens qui n'avaient pas la possibilité de se fier sur des informations là, qui étaient applicables. Mais c'est une question d'opinion et on n'est pas obligé d'avoir la même à ce niveau-là.
Donc, à partir du moment où la réglementation sera édictée, ensuite, il y a un certain nombre de mois qui sont attendus avant justement la publication et l'acceptation de ces cartes-là. On pense que d'ici le printemps 2026, donc d'ici un an, on a l'essentiel du territoire du Québec en termes de population. En fait, je vais reformuler. L'essentiel de la population québécoise va habiter sur des territoires dont les cartes auront été mises à jour. Et dans certains cas, certaines cartes donc n'ont pas été mises à jour depuis une trentaine d'années. Donc, c'est clair qu'il y a des changements qui sont attendus à ce niveau-là. Oui. Merci. La CMM avait les moyens technologiques et financiers de publier les cartes. D'autres régions n'ont pas les mêmes moyens et d'ailleurs dénoncent et demandent des subventions de la part du ministère pour mettre à jour leurs cartes. Serez-vous favorable à leur demande? C'est encore là, je me dois de corriger l'affirmation faite par la collègue. Ce n'est pas parce que la CMM a des moyens. On finance la réalisation des cartes. Donc, ce n'est pas parce que la CMM a des moyens qu'elle a publié des cartes et que Québec, par exemple, n'a pas publié de cartes. C'est que Québec a décidé de procéder dans l'ordre, c'est-à-dire d'attendre une réglementation édictée avant de produire des cartes. Donc, ce n'est pas une question de moyens. Mais oui, pour produire des cartes, il faut des moyens et oui, nous finançons et nous appuyons le milieu municipal pour qu'il puisse réaliser cette tâche de mise à jour de leur carte. Allez-vous répondre favorablement aux demandes des municipalités qui demandent d'avoir le financement à la même hauteur que la CMM a reçu? Je pense avoir répondu. On finance cette opération-là. Actuellement, c'est 30 millions là, qui a déjà été versé là, à travers le MAMACH à ce niveau-là. Et ce sont des budgets conséquents, on ne peut pas prétendre le contraire. Et si jamais il y a des besoins supplémentaires, il y a des évaluations qui sont faites selon les représentations qui sont faites, mais le gouvernement du Québec appuie largement le milieu municipal là, dans la réalisation de leur carte. Parfait. Donc, on comprend qu'il pourrait y avoir des sommes supplémentaires. Il y a actuellement des bâtiments municipaux qui pourraient se retrouver aussi en zone inondable, même en zone très à risque. Il y a des écoles, CHSLD, il y a une usine d'eau potable où je réside aussi. C'est le cas notamment là, à Vaudreuil, pour l'école, l'usine et le CHSLD. Comment on va appuyer la municipalité là-dedans? Puis est-ce qu'il va y avoir des contraintes pour ce type de bâtiment-là? On ne demande pas la démolition d'aucun bâtiment. Donc, ce qui est bâti est bâti. En fonction des règlements qui seront éventuellement édictés, on vient préciser quelles sont les règles de reconstruction ou de construction. Donc, ce qui est existant n'est pas démoli. Donc, déjà, on peut rassurer certaines personnes qui peuvent s'inquiéter à ce niveau-là. Mais j'espère que la collègue est d'accord avec le gouvernement lorsqu'on connaît un niveau de risque. Lorsqu'on sait, parce qu'encore une fois, on n'invente pas des zones inondables, on les identifie. J'espère que la collègue est d'accord pour dire si on est dans une zone à risque élevé, on ne construira plus dans ces zones-là pour éviter d'exposer la population. L'enjeu, ce n'est pas les futures constructions, c'est plutôt celles qui sont déjà là. C'est vrai qu'on ne devra pas les démolir, mais par contre, s'il y a un sinistre qui fait en sorte que, par exemple, un incendie, elles ne pourront pas être reconstruites. Ici, je parle d'une usine d'eau usée, une usine d'eau potable. Ça ne peut pas se reconstruire n'importe où, ça. Donc, est-ce qu'on va empêcher la reconstruction s'il y a des sinistres majeurs de ce type de bâtiment? On a très certainement, j'espère, la même vision à ce niveau-là. Donc, on ne demande pas la démolition. À partir du moment où il y a un sinistre et que le bâtiment n'est plus utilisable par la suite, il faudra voir à le relocaliser dans une zone qui est davantage sécuritaire pour les usagers du bâtiment en question. Mais j'insiste pour dire, autant au niveau du résidentiel, commercial, industriel, on ne demande pas la démolition de quelque bâtiment que ce soit. Cependant, si le bâtiment est affecté, soyons intelligents, ne reproduisons pas les erreurs du passé parce qu'au final, c'est l'État québécois. Donc, ce sont les Québécois, Québécoises qui finissent par payer. Ne reconstruisons pas dans une zone que l'on sait très exposée à des risques d'inondation. Merci. Les digues, dans le projet qui a été présenté l'été dernier, l'impact des digues n'était pas reconnu. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une digue de 55 millions qui est
construite par le gouvernement du Québec. Est-ce qu'on va reconnaître l'impact de telles digues dans la prochaine version? Une des raisons pourquoi la CMM n'aurait pas dû publier ces cartes. On a très clairement mentionné au milieu municipal qu'il allait avoir une reconnaissance de ces ouvrages de protection contre les inondations et la CMM a publié des cartes qui laissait entendre qu'elle allait avoir aucune reconnaissance. Et nous sommes, la collègue et moi, dans des secteurs qui ont été très affectés en 2017 et 2019. Il n'y a pas de compétition, mais sans doute que le mien l'a été encore davantage que la collègue. Et l'importance des digues dans ces secteurs-là est fondamentale. Donc, publier une carte alors qu'il a clairement été dit que ces ouvrages de protection contre les inondations allaient être reconnus, et que la carte n'en fait pas mention, pour moi, c'est une mauvaise décision. Okay. Pour moi, c'est une décision qui est irresponsable. Mais oui, les ouvrages de protection contre les inondations auront un statut dans la réglementation qui est sur le point d'être présenté. Ce n'est pas le procès de la CMM qu'on fait ici. Je demandais si la digue allait être reconnue. Je comprends par vos propos qu'elle le sera. L'impact de telle digue sera reconnu dans la version finale du règlement? Ça a été mentionné dès le début de la procédure. Oui, mais ce n'était pas dans le règlement. Justement, le règlement n'a pas été dicté. Celui qui était en consultation, il ne le prévoyait pas. Je vais vous amener complètement ailleurs. L'azote ammoniacal, il y a eu des nouvelles normes qui ont été soumises aux municipalités dans les dernières semaines, derniers mois. C'est tout récent. Et beaucoup de municipalités qu'on a rencontrées sont très inquiètes parce que ça impliquerait, pour respecter ces normes, des mises à jour substantielles des usines d'eau potable. Je ne mentionnerai pas la ville, mais une usine seulement. La mise à jour est estimée à 2 milliards de dollars. Si on fait la multiplication des municipalités du Québec, c'est ça, on n'a pas les moyens, ni les municipalités, ni le gouvernement, de soutenir une telle transformation. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait de la flexibilité dans l'atteinte de ces nouvelles normes d'azote ammoniacal? Par le passé, sur notre capacité d'ajuster notre réglementation, notamment au niveau des PFAS, et elle a tout à fait raison de se questionner là-dessus. Le gouvernement du Québec travaille en collaboration avec les municipalités, les appuis au niveau du financement de leur usine de filtration. Donc, sans entrer ou sans préciser un contaminant ou une problématique particulière, je vais résumer mon propos en disant que le gouvernement du Québec travaille en collaboration à ce niveau-là pour s'assurer que les normes soient respectées et que les normes soient justifiées lorsque des investissements qui sont nécessaires. Il y a des sommes aussi qui sont disponibles. Et pour ce qui est du 2 milliards en question, j'ai une information qui rentre à l'instant. C'est un coût de construction pour une usine en entier. Là. Donc, ce n'est pas une modernisation du site. Pour ce qui est du coût supplémentaire là, par rapport au niveau là, et là, c'est un défi de prononciation. Pour l'azote ammoniacal, on parle que ça représente moins de 10 là, du coût de construction de l'usine en question. Ce n'est pas du tout les chiffres qu'on a eus et vraiment, les gens qui opèrent ces usines-là nous ont dit que c'était des mises à niveau majeures. D'ailleurs, la dernière usine qui a été inaugurée, celle de la Ville de Montréal, ne peut pas respecter cette nouvelle norme-là. Donc, ça implique que cette nouvelle usine, toute neuve, devra déjà être modifiée si on l'oblige à respecter ces normes-là. Dans le cas de cet élément-là, et je ne parlais pas de 10 et je suis convaincu, je le crois sincèrement, que la collègue va toujours être d'accord pour que l'on protège les citoyens et citoyennes et qu'on s'assure qu'ils boivent une eau de qualité. Donc, ça peut représenter c'est des rejets, c'est pas de l'eau potable. Je m'excuse. On parle de rejet, pas d'eau potable ici. Au niveau des rejets, c'est la même chose. Est-ce qu'on a les moyens de payer des milliards et des milliards et des milliards pour... Est-ce qu'on peut les investir autrement? Je vais aller ailleurs poser une dernière question. C'est à 17, hein? Je me rends? Vous restez 3 minutes 30 secondes. OK, j'ai quand même du temps. Donc, l'enjeu ici, c'est de savoir si c'est tous ces milliards-là que ça prendrait pourraient être investis autrement, peut-être pour atteindre les mêmes normes, mais sans les mettre dans de telles usines. Si jamais
on devait conclure qu'il faut aussi des sommes importantes pour traiter les PFAS. Est-ce que la collègue me dit qu'il ne faudrait pas investir ces sommes-là? Donc, le ministère de l'Environnement est là pour justement mesurer le risque et voir comment mitiguer ce risque-là. Dans certains cas, il y a des investissements qui sont nécessaires, que ce soit pour le type d'azote en question ou les PFAS. Et la collègue me pose régulièrement des questions sur les PFAS. Donc, éventuellement, il y a peut-être une réglementation qui sera développée qui va nécessiter des investissements, mais si c'est pour préserver la qualité de notre eau, pour assurer la santé de nos populations, on conviendra que c'est important là, de les faire, ces investissements-là. Je viendrai sur les PFAS ultérieurement, pas aujourd'hui, à un autre moment, et je vous ferai une proposition bien constructive à ce sujet. Je vais vous poser une question plutôt philosophique pour terminer. Il me reste encore quelques 2 minutes. 2 minutes et demie. 2 minutes et demie. On a tous vu dans les médias Olivier Primo qui est venu faire une tournée à l'Assemblée nationale, parler de l'eau potable, mais de façon générale, vous pensez quoi de votre côté qu'un privé puisse prendre possession de sources d'eau douce au Québec comme ça, de façon aussi importante? Il y a malheureusement beaucoup d'inexactitudes dans les propos tenus par M. Primo et je vois qu'il a, avec le temps, adapté un petit peu son discours. Dans les premières publications sur les réseaux sociaux, il disait détenir 30 % de l'eau douce au Québec. C'est faux. L'eau est un bien collectif, donc il n'y a aucun individu ou entreprise qui est propriétaire de l'eau. C'est important de le mentionner. Ça, je crois qu'il ne le dit plus, parce que je crois qu'il a été averti que les affirmations étaient erronées. Ce que l'on peut détenir, ce sont des permis pour capter de l'eau. Mais ces permis-là ne sont pas accordés automatiquement, ils ne sont pas éternels. D'ailleurs, un certain nombre des permis détenus par l'entreprise de M. Primo sont expirés. Donc, il ne peut pas prendre pour acquis qu'ils seront renouvelés ou qu'ils sont valides. C'est complètement faux. Donc, il y a des autorisations qui sont nécessaires, des autorisations qui sont accompagnées de conditions précises, mais je réitère, l'eau est un bien public. 1 minute, Madame la députée, pour une dernière 48 secondes pour une dernière question. Donc, il parlait de droits, effectivement, d'accès. Et parlant de ces droits, les redevances de l'eau, on a, selon les réponses particulières, reçu 8 millions seulement pour 1,1 milliard de litres puisés. Est-ce qu'on atteint les objectifs qu'on s'était donnés pour le fonds de l'eau? On se souvient d'une transformation majeure à ce niveau-là. Les redevances sur l'eau n'avaient pas été ajustées depuis de nombreuses années à travers notre projet de loi qui a été adopté là, il y a 1 an et un peu plus peut-être. On est venu augmenter ces redevances-là de 900 %. Un calcul savant auquel le collègue a participé d'ailleurs. Donc 900 % Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je suis désolée de vous couper. Ceci met fin au bloc avec l'opposition officielle. On passe maintenant à Monsieur le député de les Îles-de-la-Madeleine. La parole est à vous. Merci, Madame la présidente. J'aimerais revenir rapidement, Monsieur le ministre, sur la question de la gestion des déchets dangereux et sous l'angle des sols contaminés au PFAS. Un collègue qui vous a posé la question, mais j'aimerais que vous m'évoquiez un peu, de votre point de vue ou du point de vue du ministère, quelle est la chronologie des événements qui ont mené à ce que tout ça se fasse un peu, je dirais, à l'insu de la population puis de la ville de Mascouche? En fait, je ne dirais pas à l'insu de la population. On a le gouvernement fédéral qui a fait un appel à projet pour traiter ou disposer de sols contaminés avec PFAS. Il y a quelques entreprises qui ont été... À quel moment, justement, là, si on veut parler de chronologie? Le ministre répondre à votre question, puis après, vous pourriez continuer. Vous voulez la date de l'appel à projet comme tel? En fait, je vais préciser ma question. C'est en réalité, quelle est la séquence des événements qui font en sorte que, je vais y aller de façon très précise, le ministère, selon notre compréhension, dit on devrait privilégier un traitement primaire sur le site, mais on n'exige rien. Quelle est l'implication ou la non-implication du gouvernement du Québec, qui essentiellement assiste comme témoin
impuissants à ce que l'armée canadienne transporte des déchets qui sont contaminés, qu'on pourrait traiter sur les lieux, pour lesquels une technologie existe et une entreprise existe, et pourtant, parce qu'il n'y a pas de cadre réglementaire, ça on le comprend, mais aussi pourquoi il n'y a pas d'intervention ou de négociation auprès du gouvernement fédéral pour éviter la situation à laquelle on assiste. Il faut savoir que toute cette opération-là s'est faite en conformité avec la réglementation actuelle. Réglementation qui peut évoluer. On l'a mentionné, les PFAS, c'est une science qui est en développement. C'est une connaissance qui est relativement nouvelle, qui est beaucoup étudiée, notamment au Québec, et qui va amener forcément un ajustement réglementaire au cours des prochaines années. Mais c'est relativement nouveau comme science. Donc, ce qui s'est fait selon les connaissances d'aujourd'hui, avec la réglementation qui est présente sur le territoire québécois. Et Signataire est une entreprise qui est présente sur le territoire de Mascouche depuis de nombreuses années. Là. Ce n'est pas nouveau. Donc, il y a eu un appel à projet de la part du gouvernement fédéral auquel on n'était pas partie prenante. Notre rôle à nous, c'est de s'assurer qu'une fois où un traitement se fait sur le sol québécois, que ça se fasse selon la réglementation, et ça se fait selon la réglementation actuelle. Pour ce qui est du projet retenu, c'était à la discrétion du gouvernement fédéral. C'est la solution Signataire là, qui a été retenue dans le cas présent. Est-ce que oui ou non, le gouvernement fédéral vous a informé de son intention d'aller en appel d'offres? En fait, au niveau de la connaissance sur la contamination PFAS, c'est plutôt le gouvernement du Québec qui a, on s'en souvient, là, il y a eu quelques reportages à ce niveau-là. On a pu lever la main pour dire, écoutez, il y a un enjeu de contamination dans ce secteur-là, il faut trouver une solution. La solution était de s'assurer là, que les sols en question ne restent pas sur place. Et la solution elle-même retenue, c'est celle du gouvernement fédéral. Ce n'est pas celle du gouvernement du Québec. Est-ce qu'officiellement, le ministère ou le ministre a signifié au gouvernement fédéral qu'il préférerait qu'un traitement préliminaire soit effectué sur les lieux avant le transport des matières, des sols contaminés vers Mascouche? À ma connaissance, il n'y a que 2 seuls sites au Québec qui traitent de cette matière-là. Donc, le rôle du gouvernement du Québec, c'est que ça se fasse selon la réglementation en place, et c'est le cas. Donc, c'est le rôle qu'a pu jouer le gouvernement du Québec. Et Signataire est présent dans le secteur là, de Mascouche-Terrebonne depuis de nombreuses années et a l'expertise justement là, pour s'assurer de l'enfouissement avec les règles actuelles. Est-ce que ces règles-là vont évoluer dans le temps? C'est très possible et notre réglementation permet justement des ajustements à ce niveau-là. Vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait l'absence d'un cadre réglementaire. Ça pourrait être appelé à évoluer. Là, vous venez de dire que forcément, ça va évoluer. Est-ce qu'actuellement, il y a des gens au ministère qui sont mandatés pour travailler sur le développement d'un nouveau cadre réglementaire pour ces polluants éternels? Pour les PFAS, oui. Il y a déjà des mesures, d'ailleurs, qui sont en vigueur. Tout le dossier PFAS n'est pas encore en application à travers la réglementation. Mais au niveau des boues et de l'épandage, on a de la réglementation qui est déjà en développement, sinon en application lorsqu'il est question de PFAS. Donc, c'est une réglementation qui se développe au gré de l'évolution de la connaissance sur cette nouvelle réalité, de façon, je vous dirais, heureuse. Des PFAS, il y en a partout. Je veux dire, même sur nous, là, on a tous des PFAS selon ce que l'on porte ou selon ce qu'on utilise. Donc, c'est une présence qui est réellement répandue. La connaissance sur les méfaits ou les dangers potentiels de ces produits-là se développe. Elle est relativement nouvelle. La chance que nous avons au Québec, et je le dis comme ça, contrairement à plusieurs États, que ce soit européens ou même américains, on ne produit pas de PFAS au Québec. Donc, on a moins d'enjeux de contamination
suite à la production de PFAS, mais étant donné Merci, qu'on Monsieur le produit de la ministre. matière résiduelle... Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui, mais moi, juste en terminant sur ce dossier-là, qui est quand même important, mais qui prend beaucoup de notre temps aujourd'hui, je veux savoir si on se projette dans l'avenir, est-ce que c'est une bonne idée qu'on transporte des sols contaminés avec des PFAS ou le gouvernement, le ministère, envisage-t-il de réglementer cette question-là? Je le rappelle, ce qu'on nous dit, ce que la presse rapporte, c'est qu'il était tout à fait possible, avec la technologie qu'on connaît et avec la présence d'une entreprise dans la région, de traiter ces sols contaminés-là avant le transport et l'enfouissement. C'était une nécessité de déplacer les sols pour éviter que la contamination des sources d'eau du secteur s'étende. Donc, il y avait une certaine urgence d'agir à ce niveau-là. Pour ce qui est de la solution retenue, le gouvernement fédéral a agi en conformité avec la réglementation québécoise, mais oui, il fallait endiguer et répondre à cette situation-là qui risquait de compromettre les approvisionnements en eau dans le secteur. Donc, il fallait agir et on ne pouvait pas tout simplement attendre qu'il y ait de nouvelles technologies qui se développent ou qui puissent être accessibles sur le territoire même. Autre déchet dangereux, ou du moins qui représente une certaine menace, les déchets nucléaires. Vous avez fait référence au fait qu'on avait... cette opportunité-là de transférer nos déchets nucléaires ailleurs pour les faire traiter, là où on a des capacités de le faire. Est-ce que, Monsieur le ministre, vous pouvez nous dire si aujourd'hui, dans la dernière année, disons, sur le territoire du Québec, s'il y a des déchets nucléaires qui transitent par le Québec? En fait, le Québec est producteur de déchets nucléaires, ne serait-ce qu'au niveau médical. Cependant, on ne traite pas ces déchets-là. C'est là où, tout à l'heure, je disais, dans la spécialisation qui s'est opérée au fil des ans au niveau des types de matières dangereuses et des types de déchets dangereux à disposer, c'est une spécialisation qui ne s'est pas effectuée au Québec. Donc, on exporte nos déchets nucléaires, notamment médicaux. Pour ce qui est des déchets nucléaires, selon une demande d'accès à l'information qu'on a fait, on nous dit qu'en 2045, on prévoit que les déchets du Canada vont transiter par le Québec, par les routes, sur le fleuve Saint-Laurent, en provenance de Pointe-le-Pro notamment, donc au Nouveau-Brunswick. Est-ce que vous êtes au fait de cette situation-là? Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur les mesures qui peuvent être mises en place pour éviter évidemment, des contaminations, des déversements, que ce soit sur le fleuve ou sur les routes du Québec? Lorsqu'il est question de transport de déchets nucléaires, il y a des protocoles établis. Ici, notamment, c'est à travers le fleuve, le gouvernement fédéral a une responsabilité, mais ce sont des protocoles qui sont très bien établis. On connaît tous les risques afférents au nucléaire, donc ce ne sont pas des dossiers qui sont pris à la légère. Donc, à partir du moment où il y aurait transport, c'est effectivement balisé. Dans le cas d'instances québécoises, et Transport Québec et la sécurité publique du Québec participent là, justement au groupe interjuridictionnel de planification du transport du combustible nucléaire. Donc, c'est balisé et oui, c'est anticipé et oui, on joue pleinement notre rôle à ce niveau-là. Tout à l'heure, je parlais des déchets nucléaires d'origine médicale, mais n'oublions pas qu'on a Gentilly aussi sur le territoire québécois. Et là aussi, une gestion là, qui est nécessaire au niveau des déchets. Là, mais compte tenu de ce dont on a déjà discuté depuis le début de l'étude des crédits sur Stablex, où on a dû agir en urgence, où il fallait développer de nouvelles cellules parce qu'on avait une urgence nationale selon les termes du gouvernement. Compte tenu de ce que vous venez de dire sur la question des PFAS, du transport des sols contaminés, on a dû agir en urgence, on n'avait pas de cadre législatif. Est-ce que pour ce qui est des déchets nucléaires, on peut nous garantir aujourd'hui qu'en 2040, 2045, là où des déchets nucléaires de Gentilly ou de Pointe-le-Pro vont circuler sur le fleuve Saint-Laurent, que le cadre législatif et réglementaire et que les mesures sont en place pour garantir la sécurité
de nos sources d'approvisionnement en eau potable et la sécurité des Québécois. Tout à fait. Comme je le mentionnais, à travers 2 instances, là, le Québec est déjà impliqué dans ces démarches-là de cadre réglementaire. Donc, ce n'est pas improvisé, ce n'est pas une question qui risque de nous surprendre. Il y a déjà une implication active du gouvernement du Québec à travers ces différentes organisations là, dans le dossier. Puisqu'on parle de la question des déchets nucléaires, vous n'êtes pas sans savoir que le projet de Chalk River est fortement contesté. Nous avons d'ailleurs déposé des motions à répétition. Le gouvernement a refusé de se prononcer sur cette question-là. Pourtant, le 19 février dernier, la Cour a jugé que les Premières Nations de Québec n'avaient pas été consultées de façon appropriée. Le 14 mars dernier, on a également appris qu'on n'avait pas regardé toutes les alternatives raisonnables selon un deuxième jugement, le juge Zinn, qui a dit que le laboratoire nucléaire canadien n'avait pas regardé toutes les options. Est-ce que, oui ou non, le gouvernement, le ministre, va se prononcer sur cette question-là? Est-ce qu'il est préoccupé par la question du traitement ou de l'enfouissement de déchets nucléaires à proximité de la source d'approvisionnement en eau potable d'une grande partie des Québécois? Ouais, déjà, peut-être rappeler certains faits. On a pris position. Il y a eu des questions en Chambre là-dessus. On a invité le gouvernement fédéral à être nettement plus transparent dans ses communications avec la population. Il y a effectivement eu ce jugement-là au niveau notamment des communautés autochtones et notre collègue aux relations avec les Premières Nations le répète aussi depuis un certain temps. Le gouvernement fédéral se doit d'être plus proactif qu'il ne l'est actuellement dans le dossier. C'est à lui à défendre son projet. Cependant, si on parle du site lui-même, il faut savoir que c'est un site qui existe depuis de nombreuses années. Il y a sur place déjà, on ne parle pas du futur, déjà sur place des déchets nucléaires qui, à mon sens, d'un point de vue environnemental, sont mal protégés parce que des infrastructures qui sont désuètes. Donc, il faut protéger ce site-là de façon adéquate. Parce que oui, ça pourrait avoir une incidence sur le Québec à travers ses affluents notamment. Mais c'est au gouvernement fédéral d'expliquer son projet, de faire valoir ses mérites et sa nécessité. Mais c'est clair qu'il faut renforcer la sécurité qui est sur le site de Shark River actuellement. Donc, sachant que c'est la responsabilité du fédéral et que le ministre de l'Environnement a aussi la responsabilité de la protection de l'environnement et évidemment par effet collatéral, la protection des Québécoises et des Québécois et leur santé. Quelles sont les interventions que vous avez faites ou vous entendez faire auprès du gouvernement fédéral pour qu'il fasse le meilleur des projets à cet égard? Il y a eu des communications. Je parlais de notre collègue aux relations avec les Premières Nations. Il y a eu des démarches conjointes, autant d'une perspective autochtone que d'une perspective environnementale pour demander au fédéral d'être plus présent dans ce dossier. C'est à lui de défendre ce projet-là. Donc, il y a des actions. J'ai eu l'occasion de parler aussi de vive voix avec les autorités fédérales concernées. Je sens un certain ajustement de la part du gouvernement fédéral, ajustement qui était souhaitable. Cependant, il ne faut pas, encore une fois, retenir, je ne dis pas que c'est le cas du collègue, mais il ne faut pas retenir la pensée magique, là. On a un site qui est en opération depuis un certain nombre d'années, sinon de décennies. Il faut sécuriser ce site-là pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact environnemental. Merci, M. le ministre. Deux petits sujets pour terminer. Il y a un bureau de projet pour contrer l'érosion côtière qui a été créé en 2023, mis en œuvre en 2024. Que savez-vous aujourd'hui des projets qui émanent de ce bureau de projet qui est situé dans ma circonscription? C'est financé par le plan pour une économie verte. Effectivement, c'est une annonce qui avait été faite notamment aux côtés de notre collègue aux affaires municipales. Nous, on a naturellement des sommes à travers le FEC. C'est transféré ensuite au MAMACH et c'est le ministère des Affaires municipales qui est responsable du suivi à travers les bureaux de projets comme tel.
Je me souviens d'annonces qui avaient été bien reçues dans les milieux parce que c'est une problématique bien réelle là, dans les... Tout à fait. Ma question est, est-ce que vous avez en votre possession une liste des projets, du bureau de projet sur lesquels on travaille et dans quelle séquence on entend les déployer, les réaliser? Parce que faire un bureau, c'est bien. Faire des projets, c'est mieux. Sans vouloir me défiler, c'est réellement une question qui devrait être posée à notre collègue au niveau des affaires municipales. Parfait. L'engagement qu'on a pris, par contre, c'est une somme de 100 millions de dollars là, pour contrer l'érosion. Mais pour ce qui est du suivi comme tel, c'est le ministère des Affaires municipales là, qui en a la responsabilité. On confirme qu'il y a quelques projets qui ont été autorisés, mais pour le fin détail, ce serait de s'adresser à notre collègue. Je pense que j'ai quelques secondes encore. 10 secondes? Bien, alors, je vais vous remercier de votre collaboration aujourd'hui, Monsieur le ministre. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'aborder un autre sujet. Merci. Merci, Monsieur le député. Nous revenons au dernier bloc de l'opposition officielle. Madame la députée de Mille-Îles. Merci, Madame la présidente. Alors, je vais poser des questions en lien avec les réponses qu'on a reçues du gouvernement. Donc, ça va aller un peu dans tous les sens, ce dernier bloc, pour moi, du moins. On a demandé les publicités, on demande ça à chaque année, hein, les publicités qui ont été faites. Et là, il y en a une qui a été attribuée à l'entreprise Tam Tam, 863 000 $, c'est quand même beaucoup de sous. Et le premier objectif de la publicité, on nous dit que c'est pour augmenter le pourcentage de gens qui sont confiants que le gouvernement mettra en place les mesures nécessaires pour répondre aux besoins de la recharge d'ici 2030. C'est quand même surprenant qu'on veuille augmenter le pourcentage de gens qui sont confiants envers le gouvernement puis qu'on investisse 863 000 $ là-dedans. En fait, c'est pas... Des fois, on peut toujours questionner la formulation retenue, mais c'est réellement pour informer la population sur les services ou les options à leur disposition en matière de... Il y a beaucoup de mesures budgétaires là, qui sont disponibles aux citoyens là, pour justement que ce soit développer une infrastructure de recharge à la maison ou autre. Donc, je devine que c'est dans cette perspective-là. Bien, ça serait intéressant de voir la publicité, mais c'est quand même particulier. La réponse, là, je ne l'ai pas inventée, elle vient du ministère. Là. Donc, c'est quand même particulier qu'on investisse autant d'argent pour rendre, c'est ça, que les gens aient confiance envers le gouvernement. À partir du moment où on rend des programmes disponibles, il faut les faire connaître, ces programmes-là. Et c'est dans cette perspective. Et on m'indique aussi dans le cas de la publicité, si on regarde les éléments là, qui rebutent actuellement la population par rapport à l'électrification, on a largement parlé de l'autonomie, on a parlé des coûts, mais un facteur qui revient souvent dans l'hésitation des gens pour passer à l'électrique, c'est la disponibilité de la recharge. Donc, c'est une publicité là, qui visait à informer le public sur justement les possibilités de recharge à leur disposition pour atténuer cette méfiance-là là, pour adopter le passage à l'électrification. Définitivement, la meilleure option, c'est de fournir des bornes de recharge fonctionnelles et partout au Québec, plutôt qu'une publicité. Croyez-moi, pour avoir fait le tour du Québec en voiture électrique, c'est beaucoup plus rassurant quand il y a des bornes, puis elles fonctionnent. Parce que quand on arrive et elles ne fonctionnent pas, c'est assez angoissant. Une autre question particulière, 76, celle-ci. On dit qu'il y a 565 autorisations ministérielles qui ont été données pour les milieux humides et hydriques, mais seulement la moitié avec une contribution financière. Alors, pourquoi la moitié des demandes n'auraient pas eu à fournir de compensation financière? C'est beaucoup, là, la moitié. Et là, c'est intéressant, les données. Je ne sais pas si je peux les retrouver assez rapidement. C'est pas parce qu'une autorisation qui est donnée qu'une atteinte ou que l'atteinte est celle qui avait été envisagée au départ. Alors, on a des données, je vais espérer pouvoir la retrouver rapidement. C'est un petit pourcentage par rapport à ce qui était initialement prévu qui s'est avéré comme perte. Et là, peut-être aux équipes me la remettre dans un meilleur ordre pour que je puisse trouver l'information rapidement. Mais le souvenir que j'ai, c'est qu'on est à 14 %
de ce qui avait été demandé au départ comme atteinte. Donc, ça affecte effectivement beaucoup les pourcentages. Donc, si on regarde là, les demandes là, qu'on a pu comptabiliser, on avait des demandes pour 705 hectares d'atteinte sur les milieux humides. Et avec le travail dont on a souvent parlé lors de l'étude du projet de loi 81, au final, on en a accepté pour 102 hectares. Donc, c'est à peine 14 % de ce qui avait été demandé au départ qui a été confirmé comme atteinte. Donc, ça affecte effectivement le pourcentage ou les montants en comparaison. Merci, M. le ministre. Mme la députée. Donc, quand on lit que la moitié des demandes n'ont pas fait l'objet de compensation, malgré qu'il y avait une atteinte au milieu humide, comment on l'explique? Je comprends là, qu'on a réduit, là, mais ça reste qu'il y a eu quand même des atteintes là, dans les montants, les demandes. Là. On a aussi discuté de cette question-là. Il peut y avoir une compensation sous forme de restauration également. Mais on a vu que c'est pas beaucoup. Je veux y aller là, avec la correspondance des délais, mais c'est toutes des questions qu'on a largement abordées là, au moment de l'étude du projet de loi 81. Je vous lis un petit passage si la collègue le permet. Donc, parmi ces pertes permanentes, il y a 53 hectares, donc 54 % qui seront compensés par la restauration. Donc, ça correspond au chiffre de la collègue. J'ai la réponse. La création de milieux humides qui sont autorisés et reconnus par le ministère de l'Environnement. Donc, lorsqu'une compensation en travaux, il n'y a pas de compensation monétaire là, qui Merci, M. le ministre. Mme la députée. Merci. C'est qu'il n'y avait pas autant de compensation en restauration quand on en avait discuté. Donc, tant mieux si on atteint ces pourcentages-là. Petite question, peut-être une correction, là, j'ai dit plutôt 1 milliard de litres, c'était 1000 milliards de litres. Tout à l'heure, quand je parlais de la redevance de l'eau, 1000 milliards de litres. Donc, je voulais juste corriger le chiffre. L'objectif que le gouvernement s'est donné d'installer des bornes dans les édifices gouvernementaux, est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'on s'est donné un objectif? On a des objectifs pour la flotte de véhicules gouvernementales et à partir du moment où il y a des véhicules électriques dans les différents ministères, il y a aussi des bornes de recharge. Je ne sais pas si on a des statistiques précises à ce niveau-là. Je peux vous en donner. Moi, je vous demandais si vous aviez un objectif, parce que je peux vous dire combien il y en a. Et on est dans les 0,6 %, 0,1, 1,45 pour les gros stationnements ici, là, autour, à Québec. Là. Donc, il n'y en a pas beaucoup actuellement. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a un objectif? Oui, c'est-à-dire, comme je vous mentionnais, là, la flotte de véhicules électriques gouvernementales, en fait, la flotte de véhicules est assujettie à une réglementation pour leur électrification. On devrait, pour les véhicules légers, être à 100 % d'ici 2030, 25 % pour ce qui est des véhicules plus lourds. Et naturellement, il y a une adéquation là, qui se fait au niveau des bornes qui sont disponibles pour ces véhicules-là. Donc, oui, on s'assure là, que ces véhicules aient la possibilité de se charger là, sans difficulté. On n'indique pas de problématique à ce niveau-là. Et actuellement, pour ce qui est des véhicules légers relevant du gouvernement du Québec, on est à 30 % là, au niveau de l'électrification. Donc, ça chemine bien. Mais je comprends qu'on ne s'est pas encore doté d'un objectif dans les bâtiments municipaux pour obtenir des bornes, avoir des bornes. Municipaux ou gouvernementaux? Non, pas municipaux, pardon, gouvernementaux. Parce qu'au niveau municipal, non, pas municipal, gouvernemental. Peuvent répondre aux appels à projets. Là. Et au niveau du gouvernement, il y a une adéquation qui se fait entre les véhicules électriques et leur capacité de recharge. C'est le CEGER là, qui s'occupe de ça au niveau du gouvernement du Québec. Okay. Une autre question complètement ailleurs. Il y a un programme d'accréditation des laboratoires d'analyse qui existe, le PALA, et il a récemment avisé
En fait, on a récemment avisé qu'il y avait la fin, en fait, de l'accréditation des domaines en microbiologie de l'air. Donc, pour expliquer, là, il y avait des laboratoires qui étaient certifiés par le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec pour dénombrer des bactéries, des moisissures, des spores et les identifier. Mais le programme d'accréditation de ces laboratoires-là terminerait le 30 juin 2025. Les laboratoires ont été avisés le 6 mars dernier. Est-ce qu'on ne met pas à risque la population? Il faut savoir qu'on s'appuie aussi là, sur un réseau de laboratoires privés à ce niveau-là. Donc, on souhaite éviter les dédoublements. Si on peut avoir un service comparable qui répond à nos besoins, donc il n'y a pas de mal à ce niveau-là. Mais c'est clair là, qu'on se concentre sur notre mission. Et on vient optimiser là, par la même occasion notre centre. On a un centre d'expertise d'analyse environnementale et c'est là où on optimise sa capacité. Et c'est un centre d'ailleurs qui est fascinant, qu'on peut, avec certaines demandes, visiter au besoin. Là, si la collègue est intéressée, je serais très heureux à faire la visite avec elle. On a une belle expertise. C'est vraiment gentil, mais moi, de ce que je comprends, c'est que des laboratoires, c'est qu'on ne certifiera plus personne dans ce domaine-là, tout simplement. C'est pas qu'on va permettre que d'autres fassent ces analyses-là. C'est que tout ce qui est bactéries, moisissures et spores ne sera plus certifié. Donc, n'importe quel laboratoire pourrait faire ces analyses-là, puisque le centre d'expertise ne reconnaîtra plus aucun laboratoire privé pour ces domaines-là. En fait, la façon, on vient optimiser le fameux centre d'expertise pour se concentrer sur notre mission. Mais il y a un réseau de laboratoires privés là, bien établis au Québec qui sont reconnus, qui sont en mesure de faire ce travail-là. Mais ils ne seront plus certifiés. Le centre... On va y laisser répondre. Oui, et le but du centre d'expertise n'est certainement pas de dédoubler un réseau qui est reconnu et qui permet là, de collaborer avec le gouvernement du Québec. Non, mais l'enjeu, c'est qu'ils ne seront juste plus certifiés. C'est les mêmes laboratoires qui vont continuer à opérer, mais ils seront juste plus certifiés. Il y a une réponse particulière concernant les inspecteurs en environnement. On constate qu'entre dans la dernière année, on a 19 inspecteurs de moins. C'est quand même une baisse substantielle. Comment on l'explique? Ce qu'il faut regarder sur la question c'est réellement au niveau des enquêteurs, au niveau des inspecteurs? Inspecteurs en environnement. Oui, cette question-là, elle est intéressante. Il faut regarder, par contre, le nombre d'évaluations et d'inspections qui se fait. Et bien qu'on ait peut-être un nombre d'inspecteurs là, qui varie au fil des années, le nombre d'inspections, lui, n'est pas en diminution. Et ce qu'on a eu l'occasion de répéter là, au cours des précédentes études de crédit, parce que la question revient, c'est bien correct, c'est qu'on a une meilleure capacité de déterminer les niveaux de risque ou les potentielles problématiques. Donc, une concentration des inspections qui se font là où c'est plus problématique. Il y a certaines inspections ou certains contrôles qui se font sans que ce soit toujours lié à un déplacement physique sur le terrain parce qu'on a de nouveaux outils à notre disposition. Ce qu'il faut regarder, c'est le nombre d'inspections. Et au niveau du nombre d'inspections, on n'est pas en diminution, au contraire, et on a même plus de sanctions administratives pécuniaires que par le passé. Donc, le ministère s'acquitte parfaitement bien de sa tâche à ce niveau-là. OK. Donc, on ne compte pas retrouver ce niveau d'inspecteur dans le futur? C'est certain que ce n'est pas... En fait, ce n'est pas la seule variable qu'il faut considérer. On veut avoir un nombre d'inspecteurs adéquat,
mais on veut s'assurer aussi que le contrôle puisse faire son travail. On est à 700 sanctions administratives pécuniaires. On est à plus de 3 millions de dollars en valeur de sanctions. Et on a naturellement là, différentes, on le mentionnait, là, je le mentionnais, les méthodes d'enquête se sont passablement peaufinées aussi avec les années. Donc, il ne faut pas voir, parce qu'il y aurait moins d'inspecteurs une année, un désengagement du ministère là, à faire respecter sa réglementation. Là. Bien au contraire, on a des chiffres qui sont assez probants à ce niveau-là. Et on a aussi plus d'ordonnances. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Merci, Madame la présidente. En janvier dernier, on soulignait que les demandes d'accès à l'information traitées par le ministère de l'Environnement, les délais avaient augmenté substantiellement là, dans les dernières années. Et que même certains avaient reçu des documents avec 7 mois de retard. Est-ce qu'on compte corriger la situation? Je suis très heureux de cette question-là. Ça permet d'expliquer peut-être certaines frustrations vécues, que ce soit par des journalistes ou des citoyens. Il faut savoir que le ministère de l'Environnement est de loin le ministère qui reçoit le plus de demandes d'accès à l'information. Si je ne me trompe pas, on reçoit 70 % de l'ensemble des demandes adressées au gouvernement du Québec. Donc, le seul ministère de l'Environnement reçoit 70 % des demandes de la fonction publique. On parle de 15 000 demandes par année. C'est énorme. Donc, oui, il faut comprendre qu'il y a des délais. Si on en avait comme les autres ministères, on aurait vraisemblablement des réponses plus rapides. Donc, oui, on travaille à optimiser nos processus, mais il faut réaliser que le ministère de l'Environnement génère 70 % des demandes d'accès à l'information de l'ensemble de la fonction publique. Donc, est-ce qu'on doit comprendre que les délais vont continuer à augmenter si le nombre de demandes continue à augmenter? Non. Ce que j'ai mentionné, c'est qu'on travaille à optimiser nos processus, mais je demande à ces collègues journalistes mécontents et à tout citoyen, citoyenne qui fait ou qui font une demande de comprendre qu'on est littéralement inondé de demandes, bien plus que n'importe quelle autre instance gouvernementale, et que oui, ça joue sur les délais de réponse. Peut-être il me reste 1 minute. Une dernière question. Est-ce qu'on octroie encore des subventions à des municipalités lorsqu'elles déversent dans les égouts directement dans les cours d'eau? Ça avait été une pratique qui avait arrêté, mais qui a repris à partir de l'an dernier. On a dit Québec renonce à exiger des municipalités qu'elles corrigent les branchements des coûts sanitaires défectueux en échange d'une aide financière pour la réfection de leur réseau. Est-ce que ça, c'est encore la situation aujourd'hui? Pour ce qui est des surverses, il faut comprendre qu'elles sont souvent nécessaires. C'est un mal nécessaire, donc pour qu'elles puissent effectuer leurs travaux, les municipalités, pendant un laps de temps qui est autorisé, ont la possibilité de faire des surverses, mais c'est aussi très bien encadré par le ministère. Là, je vois la collègue hocher de la tête. Peut-être que je ne réponds pas à la question. On ne parle pas de surverse. Peut-être le préciser dans ce cas. On ne parlait parlait pas de surverse, des municipalités qui diversent directement. C'est quelque chose dont on va pouvoir poursuivre à un autre moment. Alors, merci beaucoup. Nous poursuivons avec la banquette du gouvernement et je cède la parole à la députée d'Argenteuil. Bonjour, Monsieur le ministre. Avant de vous poser quelques questions, je suis un peu surprise de la question de la députée d'Émile-Île sur la question de l'azote ammoniacal, en fait, parce qu'on se rappelle que c'est un élément toxique, là, hautement toxique pour la vie aquatique. Donc, je pense que c'est beaucoup plus complexe que juste de dire avons-nous les moyens de demander aux municipalités de moderniser leur système, là, parce que, en fait, ça nous coûte déjà beaucoup. On investit déjà beaucoup pour protéger nos cours d'eau. Hein? Et donc, c'est pas si simple, c'est pas noir ou blanc comme ça. Et je rappelle que l'azote ammoniacal, là, c'est issu là, des eaux usées qui s'en vont directement dans nos plans d'eau. Donc, moi, j'ai 2 questions sur l'agriculture, Monsieur le ministre. Et peut-être si on a le temps, parce que
on verra les échanges qu'on a. Une question sur le rapport de la commissaire au développement durable qui a été déposé tout récemment. Donc, concernant l'agriculture, vous savez, chez nous, le territoire d'Argenteuil, il y a quand même le quart là, de ce territoire-là est agricole. Il y a 168 entreprises agricoles, mais il y a plus de la moitié d'entre elles qui sont des petites entreprises, des fermes familiales. Et donc là, depuis, je dirais, l'été dernier, on a annoncé l'importance de faire des allègements auprès du milieu agricole. Donc, moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'on entend par allègement. Je comprends que pour soutenir nos agriculteurs et agricultrices, c'est pas tant de réduire les normes environnementales, mais de réduire ce qu'on appelle tout le processus administratif. Donc, est-ce que vous pourriez me dire, je sais que dans le plan national de l'eau, il y a la notion de pesticides, la notion de prélèvement d'eau, le bilan phosphore. Où en sommes-nous rendus là, dans cette démarche-là d'allègement? C'est une question importante. On se souvient, l'année dernière, au printemps, le milieu agricole était très mobilisé, que ce soit au Québec, mais aussi en Europe. Un milieu agricole qui se disait étouffé littéralement par les contraintes, par les obligations qui leur étaient faites, aussi par la concurrence de certains pays qui exportent leurs produits et qui viennent concurrencer la production locale. Donc, le premier ministre et notre collègue à l'agriculture, avec le président de l'UPA, avaient convenu d'une feuille de route, en quelque sorte, pour aider le milieu agricole. Et à travers cette feuille de route, il y a des engagements qui ont été pris au niveau de la réglementation environnementale. Ce qui a été dit à l'époque, ce qui est répété aujourd'hui, c'est au niveau je vais le dire comme ça, du fardeau administratif. On ne vient pas revoir les normes elles-mêmes, normes qui sont nécessaires pour protéger nos cours d'eau et autres, mais on vient faire un travail pour alléger le fardeau administratif qui peut être parfois assez lourd. Et d'ailleurs, dans les dernières semaines, on a confirmé des avancées à ce niveau-là. Il y a différents omnibus réglementaires là, qui ont soit été développés ou qui le seront dans un avenir qui est déterminé. Un qui a été confirmé là, tout récemment et qui a été salué vise certains objectifs. Par exemple, c'est de retirer les obligations liées à la justification agronomique. C'est d'alléger le registre d'utilisation des pesticides. Les règles sur les pesticides demeurent les mêmes, mais ce qui était attendu comme justification ou comme ajout au registre pouvait être lourd pour les producteurs. Ça pouvait aussi engendrer des dédoublements importants. C'est d'autoriser, par exemple, l'utilisation d'un outil d'estimation pour le calcul du volume d'eau prélevé lors des prélèvements d'eau plutôt que par un professionnel qualifié. Donc, ce sont plusieurs ajustements là, qui ont été confirmés il y a quelques semaines. On a un autre omnibus réglementaire qui, lui, est prévu là, pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, au niveau du lavage des fruits et légumes, également au niveau différentes conditions là, qui étaient liées au lavage des fruits et légumes. On a un chantier aussi très important sur le fameux REA, qui est attendu dans le milieu agricole depuis des années. Ça, c'est un chantier qui va se développer là, davantage à partir de l'automne 2025. Et dans tous les cas, il y a une collaboration étroite avec l'UPA, mais aussi le MAPAC et le ministère de l'Environnement. Et on se rejoint sur les objectifs. On ne veut pas compromettre la santé de nos cours d'eau, la santé de nos terres, mais il y a certainement possibilité, on arrive à des résultats intéressants, d'arriver à ces mêmes objectifs-là en allégeant le fardeau qui est imposé aux producteurs. Ce qui est annoncé en avril dernier,
je me souviens plus des chiffres, mais je pense que ça représentait un allègement global là, d'une trentaine de millions de dollars pour les producteurs au total, sans compromettre pour autant, encore une fois, santé des cours d'eau ou de nos terres agricoles. Donc, les producteurs y voient rapidement un impact positif sur leur quotidien et on réitère là, qu'il y a d'autres chantiers en développement à ce niveau-là. Et c'est un engagement là, formel qui a été pris là, par le premier ministre et notre collègue à l'agriculture pour s'assurer qu'on puisse être plus efficace et soulager un petit peu le fardeau qui est exigé à nos producteurs. Vous disiez donc une collaboration étroite avec l'UPA, le MAPAC. C'est quand même intéressant, 30 millions de dollars en termes d'efficacité ou de gains pour les on parle même de entreprises. 36 millions de dollars, là, les dernières mesures qui ont été annoncées. Vous avez mentionné, justement, c'était mon autre question, le chantier, le grand chantier du règlement sur les exploitations agricoles. Effectivement, je pense que ça fait 20 ans que j'entends les agriculteurs chez moi crier, là. On se rappelle, hein, ce règlement-là, il est né, en fait, pour, en partie, protéger nos rivières. On a identifié des territoires où il y a interdiction de coupe. C'était un des moyens là, de coupe dans des rivières qui avaient un bilan négatif en matière de phosphore. Parfois, comme chez moi, ça touche pas juste un bassin versant, ça touche aussi des municipalités qui ont à peu près 0,01% de territoire dans le bassin versant. Et donc là, c'est la municipalité complète qui est couverte par ce règlement-là d'interdiction. Quand on regarde le suivi, parce qu'il y a des organismes de bassin versant qui font un échantillonnage de la qualité de nos rivières. Et quand on regarde le suivi depuis plusieurs années, on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence en termes d'une meilleure santé de nos rivières dans certains secteurs du Québec. En tout cas, chez nous, on le voit, la Rivière-du-Nord, là, il n'y a pas une évolution positive dans la section agricole. Donc, je pense que c'est justement intéressant de revoir ce chantier-là de REA. Je le sais, moi, parce que c'est une mesure hein, dans le plan national de l'eau, de révision du chantier du REA. J'ai participé à une des rencontres qui avait été au tout début avec différents intervenants, tant du monde agricole, mais aussi municipal. Et donc là, vous me dites que les échanges se poursuivent, ça va bien. Puis on prévoit cette modernisation-là du règlement assez rapidement ou pouvez-vous m'indiquer à un moment? Très, très belle collaboration d'ailleurs à souligner entre MAPAC, UPA et le ministère de l'Environnement. Pour ce qui est du calendrier lui-même, là, je regarde mes notes. Normalement, là, on parlerait d'une édiction là, quelque part au printemps 2026, donc d'ici un an. Ça veut dire qu'il va d'abord et avant tout y avoir prépublication. Des objectifs particuliers là, au niveau des installations d'élevage et de stockage, au niveau de la gestion de la fertilisation, au niveau, la collègue le mentionnait, une réflexion là, sur les bassins versants eux-mêmes et l'introduction de nouvelles activités. Et au final, ce que ça devrait permettre, c'est d'agrandir les superficies de culture. Et ça, c'est très, très important pour les agriculteurs il y a un moratoire qui s'applique et beaucoup de gens l'ignorent, là, mais il y a un moratoire sur les superficies de culture qui s'applique depuis des années, une vingtaine d'années, sans que ce moratoire-là ait été re-questionné. Donc, on va à terme donner plus de superficies de culture aux agriculteurs, là où la situation le permet, là où les bassins versants, justement, ne sont pas trop dégradés. Et c'est une réflexion qui se fait de façon coordonnée. Au final, on va bien faire les choses, mais oui, c'est attendu de façon assez pressante par le milieu agricole.
Mais je pense que c'est aussi, en tout cas chez moi, c'est attendu, pas juste par le milieu agricole, parce qu'un effet pervers de ça, c'est que vous parliez du moratoire. Un des effets pervers, c'est qu'en fait, quand il y a des coupes forestières dans des zones agricoles pour agrandir la superficie agriculture, il y a certaines entreprises agricoles qui ne remettent pas en culture. Donc là, juste, ils sont pas dans le fond, ils sont pas en infraction. Ils n'ont pas remis en culture, mais ils ont quand même coupé la zone forestière tampon, qui était un des objectifs de protéger ou de filtrer, le relargage de phosphore. Donc là, on est comme en... Il n'y a rien qui se passe, puis on continue à couper nos zones forestières ou nos milieux humides arborescents. Donc, je trouve ça intéressant là, que ce chantier-là, vivement qu'il soit réalisé le plus rapidement possible. Je vous amène ailleurs. La commissaire au développement durable a déposé un rapport sur la biodiversité. Je vous avoue que je l'ai lu dans la nuit rapidement pour voir. Assez curieuse de voir quelles étaient ses recommandations, en fait, ou ses critiques. Je vais vous amener surtout sur la question des îlots de chaleur, en fait, du verdissement, dans le fond. Les critiques, c'est qu'en fait, les meilleurs projets de verdissement ne sont pas assurés. C'est pas le meilleur choix aux endroits. Il y a d'autres critiques quand on parle d'essayer de trouver une solution aux îlots de chaleur et de rendre ça plus efficace. Ça, c'est l'une des critiques. L'autre critique, l'information exigée par le ministère et pour mesurer les résultats des projets de verdissement est insuffisante. Le ministère ne coordonne pas efficacement la réalisation de projets de verdissement. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Monsieur le ministre? De façon très, très simple, que l'on se donne comme ministère et moi comme ministre le droit d'être en désaccord avec certaines conclusions de la commissaire au développement durable, notamment sur la question des îlots de chaleur. Il faut savoir que c'est un beau partenariat qui a été développé avec le milieu municipal à ce niveau-là et je réitère notre confiance à l'égard de nos partenaires. Au niveau des îlots de chaleur, ce qui est un petit peu surprenant dans l'interprétation, les îlots de chaleur, lorsqu'on veut les combattre, c'est pour aider les populations qui en sont les premières victimes ou qui sont les premières pénalisées par la présence d'îlots de chaleur. Donc, dans certains cas, dans une ville, le principal îlot de chaleur peut être dans un milieu de parc industriel. C'est possible. Mais ce qu'on va souhaiter de notre côté, c'est que ce sont les populations qui en bénéficient. Donc, si on vient développer des projets pour atténuer les milieux les îlots de chaleur dans des quartiers résidentiels pauvres en canopée, par exemple, même si c'est un îlot de chaleur moins important que celui qu'on retrouve au cœur d'un secteur industriel, je comprends que la Ville va vouloir atténuer l'impact des îlots de chaleur là où habitent les gens. Et dans le découpage qui est fait par moment, ce sont des cartes essentiellement. Donc, on peut avoir une délimitation d'un îlot de chaleur sur une rue. La carte va dire que c'est le côté gauche qui est victime de l'îlot de chaleur. Bien, on ne reprochera pas à la Ville de planter des arbres du côté gauche et du côté droit. Donc, je ne parlerai pas d'incohérence, mais c'est une lecture probablement trop rigoriste de ce qu'est un îlot de chaleur et ce que l'on vise à travers ces projets-là. Et la commissaire au développement durable, et encore là, en tout respect, va parler beaucoup des îlots de chaleur, mais l'adaptation au niveau des changements climatiques, c'est de faire en sorte que les villes soient plus résilientes. Et si on parle de plantation d'arbres, oui, les arbres peuvent servir à réduire des îlots de chaleur,
Mais les arbres peuvent aussi servir et doivent servir à atténuer les impacts des changements climatiques et faire en sorte que les villes soient plus résilientes. S'il est question, par exemple, de contrôler davantage les risques d'inondation, les problématiques de coups d'eau, bien, les arbres ont un rôle à jouer à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas combattre un îlot de chaleur comme tel, c'est aussi s'assurer que nos villes soient plus résilientes. Et c'est la raison pour laquelle on a développé des programmes et des projets spécifiques, Oasis notamment pour le milieu municipal, mais également la TCL pour le milieu municipal également. Ça veut dire, c'est atténuer les AT, la transition AT. Voilà, la transition climatique locale. On a tellement d'acronymes qu'on finit par s'y perdre. Mais pour moi, un projet qui vient atténuer et qui permet aux villes d'être plus résilientes au niveau des changements climatiques, c'est droit dans la mission du programme qui a été développé. Et la plantation d'arbres, si elle permet ça, c'est aussi droit dans la mission et c'est pas uniquement combat. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Ceci met fin à vos échanges. Le temps alloué à l'étude du volet environnement et lutte contre les changements climatiques des crédits budgétaires du portefeuille environnement, lutte contre les changements climatiques, fonds et parcs étant presque écoulé, nous allons maintenant procéder à la mise aux voix des crédits. Le programme 2, intitulé Bureau d'audience publique sur l'environnement, est-il adopté? Adopté sur division. Alors, en terminant, je dépose les réponses aux demandes de renseignement de l'opposition et compte tenu de l'heure, la commission suspend ses travaux jusqu'à 17h20. Alors, une petite pause pour tout le monde où elle entreprendra l'étude du volet transition énergétique des crédits budgétaires du portefeuille environnement, lutte contre les changements climatiques, fonds et parcs. Merci.